Stade Toulousain, podcast. On me dit quoi? On dit Califano qui fait le phoque au milieu du vestiaire alors que le vestiaire il l'a inondé d'eau. Voilà, on n'est pas tout le temps sérieux quand même au Stade Toulousain. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Stade Toulousain. Il est aujourd'hui le manager du haut niveau dans le club rouge et noir. Véritable trait d'union entre toutes les structures, il a également un palmarès incroyable. 7 boucliers de Brennus, l'ancien demi-mêlée international détient le record des titres au Stade Toulousain. Jérôme Casalbou est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, 7 fois champion de France. C'est un gros corps au Stade Toulousain. Quel souvenir tu gardes de tous ces titres ? Les souvenirs qui reviennent à ma mémoire sur ces titres-là, c'est le plus vivant, c'est toujours le premier, puisque 1989, je suis arrivé au stade un an avant. Les souvenirs que j'avais, c'était surtout de regarder le stade brandir le bouclier en 86 et en 85 à la télé, et m'imaginer quelques années après, alors que j'ai évolué dans un petit club de la banlieue toulousaine, voire de la banlieue lauragaise à la Bastide-Beauvoir. C'était inespéré, et je l'ai vécu un peu comme un rêve sans me rendre compte de ce qui arrivait. Et même si on peut parler des autres, finalement, ce qui m'a fait prendre conscience de l'envie d'y revenir, c'est la finale perdue de 91. Parce que vécu 89, perdu 91, mais quelque part dans sa tête on se dit si on doit y revenir c'est pour plus en perdre. Alors pour autant il faut aussi qu'on n'est pas seul, qu'on ait un super groupe, ce qui a été le cas pendant des années et des années, de compétiteurs, de mecs qui se disaient les choses, d'avoir envie d'avancer ensemble. Et du coup après il y a eu des titres qui ont été des titres de copains, des titres de famille. C'est le quadruplé parce que le groupe avait peu évolué, même s'il y a eu des éléments importants parfois qui étaient partis et d'autres qui étaient arrivés, mais enfin c'était quand même un grand groupe de mêmes joueurs qui ont gagné ce quadruplé. Et puis ensuite il y a eu les titres vers la fin, et un souvenir particulier pour le titre de 99 parce que là c'est un peu déjà la fin d'une certaine génération. Les regrets que personnellement j'ai, mais que je sais que d'autres joueurs ont aussi, qui ont pu participer à cette finale, mais peut-être pas avoir fait les efforts nécessaires pour ne pas permettre à Patrick Soula et à Christophe Delot de rentrer sur cette finale alors qu'ils le méritaient tant. Et puis le dernier c'est 2001, où la dernière image qui me reste, parce qu'avec d'autres, j'ai l'image d'être assis après le match au cœur du terrain du Stade de France avec Didier, en prenant le temps alors que le Stade de France est vide, et en se disant c'est la dernière fois qu'on y est, donc autant attendre que les lumières du Stade de France s'arrêtent et s'éteignent. Et puis on rentre au vestiaire et on sait que la page en tant que joueur vient de se tourner. Tu réalises 7 fois quand même, il y en a qui, effectivement les joueurs te disent soulever le bouclier de Brennus c'est magique, mais alors toi 7 fois c'est... Avec le recul maintenant, est-ce que tu réalises quand même que c'était effectivement... Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont fait? Non, il y a eu à l'époque... Et les Biterrois surtout. Les Biterrois, au stade il y a Hugues Murin, si je ne dis pas de bêtises, qui doit en avoir autant que moi, à moins qu'il en ait un de moins. 6. Il n'en a que 6, Hugues. Finalement, je lui accordais aussi le fait d'en avoir un de plus. Oui, c'est clair. C'est clair ensuite, en plus, avec le rugby moderne... Et on le voit maintenant depuis quelques saisons, une rotation au niveau des champions. C'est vrai que c'est une performance peut-être qui ne sera pas renouvelée, mais j'ai bénéficié d'avoir un groupe fantastique pendant de très nombreuses années, avec des joueurs qui au début de ma carrière m'ont permis de grandir. J'ai profité énormément d'eux, c'est eux qui m'ont tiré vers le haut, ils ont tiré l'équipe, mais moi personnellement ils m'ont été d'un grand secours. Il y a un joueur plus particulièrement peut-être qui t'a marqué? Non, il n'y a pas un joueur, parce que ce serait sortir tous les autres, mais quand on arrive dans une équipe où on est un gamin de 18 ans, arrivant d'un club qui évolue en deuxième série, et derrière on a des types qui te protègent, qui s'appellent Karjani, qui s'appelle Jean-Marie Cadieux, qui s'appelle Philippe Rouget-Thomas, que tu arrives tout genou et que tu prends la place d'un mec comme Michel Lopez qui est un mec fabuleux, et au final parce qu'il se blesse c'est toi qui es titularisé, tu saisis l'opportunité, et que derrière je ne dis pas que tu es presque triste parce que c'est toi qui la joue la finale et qui lève le bouclier, mais tu vois que ce mec là qui a été énorme et qui a contribué aux 2 titres de 85-86 il n'est pas sur la feuille. Voilà, c'est tout ça. Donc non, on ne peut pas sortir une personne. Voilà. Et puis ensuite, quand nous, on a vieilli, c'était à nous de tirer les jeunes vers le haut. Et puis ce qui était normal aussi, c'est qu'à la fin, c'est les jeunes qui nous ont poussés, ils ont pris notre place. Mais ça, c'est la logique des choses. On parle souvent, oui, de transmission au sein du Stade Toulousain. C'est ça ?
c'est une marque de fabrique. Et maintenant, aujourd'hui, on essaye de la mettre de nouveau à l'ordre du jour. Je pense qu'elle a toujours été présente, mais peut-être qu'on appuie plus dessus, parce que c'est important de donner cette culture club et surtout un investissement de tous les instants sur des joueurs expérimentés, mais qui doivent aller au-delà de juste leur expérience au sein de l'équipe, mais aussi regarder un petit peu dans le rétroviseur pour voir les jeunes qui arrivent, être aussi des exemples pour eux, mais dans le comportement, mais aussi des exemples dans la parole donnée et dans l'aide transmise pour que ces joueurs-là, à un moment donné, grandissent et puissent contribuer aussi à la performance. Justement, en quelques mots, comment tu définirais le jeu à la Toulousaine ? Là aussi, je vais dire clairement, le jeu à Toulousaine n'est pas facile à définir parce que si on raconte, alors il y a le jeu qui est mis en place maintenant avec d'autres schémas parce que les joueurs sont formés d'une manière différente, donc il y a un gros travail de la part du staff sportif sur cette transmission, mais au final, ils ont un peu modifié la manière de travailler. Ils ont su par contre la cadrer vraiment par rapport aux attentes aujourd'hui des joueurs tels qu'ils sont formés pour retrouver le jeu d'avant. Mais si on doit regarder par rapport au jeu d'avant, le jeu d'avant, c'était de l'inspiration, c'était de la lecture, c'était de l'anticipation par rapport à ce que faisait le partenaire. On n'avait quasiment pas trop de lancement. Enfin, il y avait un lancement et puis ensuite on s'adaptait en permanence. C'était de la lecture et énormément de liberté. Aujourd'hui, la liberté est retrouvée, mais de toute façon, il y a aussi un gros travail en amont pour bien cadrer les choses dès le début et ça se fait pas par juste un claquement de doigts. On parlait donc de tous ces titres. Il y avait également les retours à Toulouse, la communion avec le public. À chaque fois, j'imagine qu'il y avait la même magie, place du Capitole. T'as un souvenir qui te revient de ces moments-là ? Parce que j'imagine que ça, c'était quand même entre la première fois où tu l'as vécu et peut-être la dernière. Oui, pareil, la première fois, c'est un peu... on en prend plein les yeux. On est un peu en retrait, on regarde et on profite et on regarde les grands fers. Et puis après c'est un peu différent. On participe un peu plus pleinement, on communique, on transmet aussi. C'est-à-dire quand il y a des jeunes joueurs qui n'ont jamais été champions de France, quand ils vont disputer une finale, on leur explique que si tu perds, tu verras une place du Capitole vide et ce sera presque un chemin de croix parce que tu seras quand même sur le char, mais il n'y aura personne pour t'applaudir. Donc si tu veux par contre qu'il y ait du monde et que la place du Capitole soit garnie et que tu en profites, il vaut mieux quand même pas passer à côté de la finale. Donc c'était aussi un moyen de sensibiliser tout le monde. Donc après je pense que sur un des titres, mais je sais plus lequel, je sais pas si j'étais dans un état second, je crois avoir chanté au Toulouse au balcon du Capitole. Donc mais je suis pas sûr non plus que l'enregistrement ait eu beaucoup de succès. Tu trouves qu'il y a des similitudes aujourd'hui avec ce que peut être en train de vivre ce jeune groupe par rapport à quand tu as démarré ? On ne veut pas non plus aller trop vite. Simplement, il y a des joueurs expérimentés, il y a des joueurs très très jeunes, avec beaucoup de tempérament et beaucoup de qualité. Il y a un investissement de tous les instants. Faire la comparaison aujourd'hui, elle est beaucoup trop tôt. Les cycles pour l'instant, le timing du cycle n'est pas du tout le même. Si on regarde entre les titres 85, 86, 89, un trou et puis ensuite on attaque 94. Voilà, laissons le temps au temps. Faisons pas de plan sur la comète, continuons à travailler, continuons à être dans l'esprit de plaisir que les joueurs peuvent prendre, que le staff peut prendre, le staff dans son intégralité et surtout le plaisir que l'on peut donner aussi à tous les supporters qui nous suivent, qu'ils soient de Toulouse ou qu'ils soient un petit peu partout ailleurs en France. Aujourd'hui, tu es justement manager du haut niveau au Stade Toulousain, un poste qui a l'air d'être sur mesure, ou en tout cas, on avait dit, Jérôme, c'est quelqu'un de très rigoureux, qui a le sens du détail. C'est un poste qui te convient, tu es dans ce niveau d'exigence, là, qui te correspond ? En tout cas, effectivement, lorsqu'il y a eu un échange en fin de saison dernière avec Hugo, puis aussi l'arrivée de Régis, l'arrivée de Didier, et puis d'autres anciens qui sont revenus, et qu'on a essayé de regarder comment contribuer à faire grandir plus vite les jeunes du centre de formation. Il était, oui, intéressant que si jamais je devais peut-être prendre un poste au club un peu plus structuré, c'était ce type de poste-là.
Je ne me sens pas les compétences d'intervenir directement sur le terrain, je n'en ai jamais mis le souhait, je n'en ai pas eu la formation. Donc pour ce fait, je ne veux pas être trop dans le fait de parasiter le sportif. Je suis plus présent pour avant tout mettre de l'huile dans les rouages, essayer justement que le sportif puisse être totalement libre de faire son métier, et puis entre guillemets, les contraintes c'est pour moi, les problématiques c'est pour moi, et puis du coup gérer le président c'est un peu pour moi aussi. Donc mais ça fait partie du jeu. Voilà. Ouais, un trait d'union, donc un peu pour bien expliquer aux gens, c'est le trait d'union un peu entre les différentes structures, les différents échelons du club. Oui, si ça doit être très basique, on a souhaité un fonctionnement différent où on a intégré aussi bien les joueurs du centre de formation à la structure professionnelle. Donc on parle d'un groupe de 63. On a intégré aussi la plupart des membres sportifs du staff centre de formation à la structure professionnelle, et on a mutualisé certains postes comme le poste d'adjoint pro et le poste d'entraîneur de l'équipe espoir. Donc tout ça demandait un certain timing, une certaine coordination, et donc avec un staff de 27 personnes, ça demande aussi à Hugo Mola, Régis Son, William Servat, de pouvoir totalement accompagner Laurent Thuéry, Jean Bouillou, Clément Poitrenaud, et l'ensemble aussi des staffs de prépa physique et médicaux et vidéo. Donc ça leur demande beaucoup plus d'implication. Donc partant de là, il fallait leur permettre d'avoir du temps, et pour avoir du temps, il fallait que quelqu'un prenne le reste. Donc accompagné par exemple de Pierre Porroux aussi, qui est le team manager, qui fait un gros boulot, et d'autres personnes qui sont plus des intendants. Il y a cette volonté de faire le lien entre le côté plutôt administratif, le côté direction, pour que le sportif soit dégagé de toute obligation qui n'est pas purement de terrain. Et puis il y a aussi le lien avec tous les jeunes du centre de formation, la problématique du double projet, donc le travail aussi avec le centre de formation sur le côté études, le côté sportif, et puis les faire tendre vers la performance. C'est ça l'objectif, de voir ces jeunes joueurs évoluer le plus rapidement dans le groupe pro aussi. Oui. À terme, ça serait une volonté du Stade Toulousain d'être peut-être le premier club à avoir 100% de jeunes issus de son centre de formation sur le terrain. Alors, ça serait vraiment... Là, on rêve, parce que ça pourra demander beaucoup de temps. Il n'empêche qu'il y a eu des feuilles de match qui ont été impressionnante justement par rapport aux joueurs formés au Stade Toulousain sur cette saison. Donc oui, mais on sait pertinemment aussi que ce qui fait la force d'un club, c'est de pouvoir se renforcer par rapport à des expériences extérieures et des compétences extérieures. Il faut savoir s'ouvrir à des moments, récupérer des gens de très grande qualité ailleurs. C'est ce qu'on a essayé de faire avec des joueurs étrangers de très haut niveau, voire certains joueurs aussi français. Donc non, il ne faut pas être sectaire. Je crois qu'il faut garder une ouverture importante, une réflexion, regarder vers l'avant, mais aussi regarder ce que font les autres et s'en inspirer parfois, tout en ne reniant pas notre marque de fabrique. Notre marque de fabrique reste la formation. Ancien demi-mêlée international, est-ce que tu as un regard un peu plus pointu sur les 9 du club ? Automatiquement, mais pour autant, là aussi, j'essaye d'être plus de conseils, on va dire, avec les très jeunes. De les accompagner un petit peu sur certains points. En amont, bien sûr, j'écoute avant tout pour ne pas avoir un discours différent de ce que disent les coachs, parce que sinon ce serait totalement contre-productif. Mais souvent, comme on a joué effectivement dans le même club, on partage les mêmes avis. Mais oui, je m'autorise parfois à discuter avec les plus jeunes. Après, il y en a certains qui sont jeunes et qui sont déjà très bons. Si de temps en temps, ils ont des questions à me poser, j'y réponds. Mais je les laisse grandir. Un mot juste sur le phénomène Dupont, quand même, puisque tout le monde en parle. Toi, ton regard sur ce joueur ? Là aussi, comme j'ai parlé un petit peu des joueurs avant, mettre le focus sur Antoine, c'est oublier quand même aussi qu'Antoine y grandit parce qu'à côté de lui, il y a quelqu'un comme Seb Bézi et qu'on est dans le partage malgré tout. Et qu'il ne faut pas oublier que si on en est là, Antoine a été blessé au début, Seb a pris la relève et de quelle manière, dans un jeu de vitesse qu'on veut mettre en place. Antoine a des qualités phénoménales, qu'elles soient offensives, qu'elles soient défensives. Il est encore un joueur en développement. Il est un joueur qu'il faut laisser du temps. C'est un joueur qui est extrêmement
pointu. C'est un joueur qui s'intéresse à tout, puisque c'est quand même un joueur, je pense, qui est capable aujourd'hui de connaître les demi-mêlées, qui joue peut-être en minime aujourd'hui, donc voire même en Benjamin. Donc je ne sais pas s'il a déjà peur qu'on lui pique la place, mais en tout cas, il s'intéresse à la concurrence et qui vient très tôt. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une vraie culture de ce sport, et ça c'est important. Et du coup, il est un des phénomènes du Stade Toulousain, et il contribue d'une certaine manière bien sûr à la performance. Mais aujourd'hui, il y a certes des joueurs qui sont des fois des joueurs qui sont des impact players, qui sont des joueurs qui peuvent faire basculer un match, mais j'aime bien quand même aujourd'hui la complémentarité qui existe avec Sébastien. La culture, justement, tu en parlais, on est dans le vestiaire du Stade Toulousain, le vestiaire de l'équipe professionnelle. On voit au-dessus des casiers les noms des joueurs qui ont joué plus de 100 matchs. C'était aussi important peut-être à la jeune génération de leur rappeler les noms des anciens qui sont passés là, de transmettre aussi la culture du club. C'est extrêmement important, donc ça avait été une idée de Didier, comme derrière il y avait aussi, je crois, une idée d'Émile, de vouloir faire parrainer chaque équipe de l'école de rugby par un joueur actuel, un ancien joueur, pour commencer très tôt ce lien transgénérationnel. Il y a eu aussi en tout début de saison la présentation de l'école de rugby avec les pros, donc du plus petit gamin qui vient d'arriver signé au club, avec Jérôme Queneau qui est arrivé en dernier, qui a signé chez les pros. Donc je crois que très tôt il faut effectivement créer ce lien dans l'ensemble des équipes du club, mais au-delà des équipes actuelles, je crois qu'il faut aussi, pour que le joueur se construise dans une identité de club, il faut qu'il connaisse le club dans lequel il évolue, quels sont les joueurs qui ont joué à son poste auparavant. Je trouve rien de plus désagréable que lorsque on croise une personne d'un certain âge, alors qu'il a porté le maillot peut-être 50 fois ou 60 fois dans les années 70 ou dans les années 60 ou 50. Il mérite autant de le respect que le joueur aujourd'hui qui marque l'essai, qui nous permet d'aller en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc les anglo-saxons ont cette culture, les joueurs de l'hémisphère sud en Nouvelle-Zélande l'ont. Je crois que ça fait partie des valeurs, ça fait partie du respect, ça fait partie aussi de la connaissance de notre sport et du terreau qu'un joueur doit avoir pour à un moment donné avoir toute la panoplie d'un très grand joueur de rugby. Alors les vestiaires ne sont plus du tout les mêmes que lorsque tu jouais. Tu as un souvenir qui te revient dans ce vestiaire? Si je veux faire quelque chose d'un peu décalé, on dit quoi? On dit Califano qui fait le phoque au milieu du vestiaire alors que le vestiaire il l'a inondé d'eau. Voilà, on va faire. On n'est pas tout le temps sérieux quand même au Stade Toulousain. Voilà. Il nous tarde d'avoir Christian Califano pour nous raconter quelques anecdotes. On va évoquer la Coupe d'Europe, bien évidemment. À jamais les premiers. Tu as participé à la première épopée, la Coupe d'Europe remportée par le Stade Toulousain. Quel souvenir tu en gardes? Alors la première, c'était un petit peu artisanal, très artisanal, puisque on a fait notre premier match en Roumanie, avec un avion, on a atterri, il faut le dire clairement, on a failli ne pas redécoller, mais on a atterri. Un stade champêtre où il y avait comme spectateurs plus de militaires qui surveillaient le stade que de spectateurs roumains et de supporters toulousains. Mais ça a été une formidable aventure. Voilà, comme toute épopée, comme toute nouveauté, on a ouvert la voie. On a ouvert la voie et j'ai presque envie de dire, c'est fait de cette première campagne européenne, elle est faite pleine d'anecdotes. Il y a ces anecdotes un petit peu en Roumanie, dans une période où encore c'était un petit peu tendu. Il y a l'anecdote. Oui, 1996. Ouais, il y a l'anecdote contre Trévise ici, où alors que Trévise était une équipe quand même constellée d'internationaux, Michael Lainag, le demi d'ouverture australien, David Campese, le trois quarts est l'australien, en fait de très très gros joueurs, où pas facile de s'imposer. Et au final, l'intervention d'Albert Sadaka qui traverse le terrain pour aller soigner, plaque un joueur italien qui allait marquer un essai, et au final, on s'en sort et on gagne. Je ne dis pas que grâce à ça, mais enfin, ça nous a bien soulagés. Et après, derrière, on a très bien, par contre, maîtrisé une demi-finale contre déjà une équipe galloise, puisque il faut le rappeler, les Anglais n'étaient pas présents sur cette première édition. Et après, c'est une formidable aventure avec la victoire contre Cardiff à Cardiff, à Lambs Park, encore à Lambs Park, presque pour la fin de Lambs Park, puisqu'il allait être démoli pour devenir le Millennium Stadium avant la Coupe du Monde que portaient les Gallois en 99. Non, donc c'est effectivement plein de bons souvenirs, mais plein d'anecdotes. Après, ça s'est vraiment professionnalisé, et cette Coupe d'Europe est devenue ensuite un très bel événement, et
personnellement, si je peux avoir un regret, c'est alors qu'elle s'est professionnalisée et alors que les équipes anglaises y ont participé, c'est de jamais avoir pu remporter la Coupe d'Europe alors qu'il y avait les Anglais. Un souvenir d'un essai, peut-être ? D'un essai en Coupe d'Europe ? Oh non, ou en championnat, je ne sais pas. Non, je vais pas dire un essai. Alors, c'était un essai de moi ? Oui. Non. Non. Un essai de moi, non. Mais je vais te rester sur une anecdote, puisque j'ai toujours été considéré comme un joueur qui avait jamais eu un pied. Donc, pourtant j'en ai bien deux, même si je boite un peu avec les séquelles de ma carrière. C'est le plaisir finalement que j'ai eu d'offrir un essai à Philippe Lapouge, qui était un 3 carrés qui évoluait lors du, si je dis pas de bêtises, ça doit être un quart de finale européen contre les Harlequins au Stadium, sur un coup de pied derrière un maul. Voilà. Des fois, je me pose coup de pied dans la boîte. Ouais, c'est ça. Je me pose encore la question comment j'ai réussi à le taper aussi bien cette fois-là, mais du coup, j'ai été très satisfait de cet essai marqué, puisque je me faisais chambrer systématiquement chaque fois que je tapais dans le ballon. Merci beaucoup à Jérôme Casalbou pour toutes ces confidences. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Stade Toulousain.